Alors, monsieur, ce qu'on va faire, je vais vous faire une l'échographie de contrôle pour voir est-ce qu'on en est après donc la greffe cardiaque, ok? Et donc parallèlement, déjà je vous dis, parce que je fais des enseignements pour les jeunes médecins et puis pour les patients et autres pour leur apprendre ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'aujourd'hui on soigne les malades. Vous êtes vraiment miraculé et donc vous êtes là, de temps en temps on va discuter, je vais vous poser des questions et je vais vous expliquer ce que je vois et puis eux, parce que c'est enregistré, ils vont pouvoir apprendre un peu de votre cas, qui est vraiment un cas unique, vous comprenez? Et par ça, vous allez quand même participer à la connaissance de la médecine, parce que vous avez vraiment eu la chance, et ce serait bien que cette chance-là soit partagée par tout le monde, ok? Donc, je vous fais l'échographie cardiaque, et puis, chers internautes, chers amis, chers jeunes cardiologues, chers jeunes médecins d'ailleurs, je vais vous parler d'un cas clinique, un de mes patients que j'ai pris en charge depuis déjà quelque temps et qui est un miraculé. Il est un miraculé de la médecine moderne et c'est important de pouvoir partager avec vous ce cas-là et de tirer des leçons pour tout le monde parce que moi je suis préoccupé par cette disparité des chances que les êtres humains ont à pouvoir profiter des avancées de la médecine. Parce que la médecine avance à grands pas, on fait beaucoup de choses, il y a de nouvelles techniques, il y a une nouvelle approche, il y a une façon de faire, il y a des experts, mais qui sont pas repartis de manière équitable à travers le monde, et ce pour plusieurs raisons, entre autres de la gouvernance, ou j'ai envie de dire la mauvaise gouvernance de certains États et certaines parties du monde. Et donc, nous allons aujourd'hui parler d'un cas clinique très intéressant, très émouvant, et qui donne espoir à tous ceux qui croient en la médecine, qui croient aux prouesses de la médecine. Et nous parlerons de ça. Donc, ce que je fais là déjà, donc restez un peu en ligne, essayez de partager, demandez aux gens de venir, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vais faire l'échographie cardiaque du patient en question pour voir où est-ce qu'on en est après sa prise en charge lourde qui a duré 5 mois. 5 mois d'hospitalisation. 5 mois, jour pour jour. Voilà. Un miraculé. Un miraculé de la médecine. Voilà. Et on est souvent content de voir ce genre de choses parce que c'est un patient que je n'ai pas vu depuis longtemps et en fait donc je savais pas qu'il était entre les mains des collègues experts, des savants, des sachants, des gens qui font des miracles dans le calme, pas dans le bling bling et pas à coup de milliards parce que on n'est pas milliardaire en médecine, mais pourtant on produit des milliards. Oui. C'est très émouvant. Alors, restez là, je vais faire l'échographie et puis je vous reviens dans un instant. Alors. Ce que je vais faire. Alors, je prends votre dossier pour écrire votre nom sans que j'en ne sache de qui il s'agit. Donc, vous êtes sorti de l'hôpital quand? Le mardi passé, c'était. Mardi passé. Oui, c'était le 7. Là, au CCM, c'est ça, hein? Oui. Donc, vous étiez au CCM. Après la pitié, on vous a envoyé au CCM. Au CCM, ça fait 40 jours que j'ai resté au CCM. D'accord. Mon cœur, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ils ont retiré les voiles. Ils ont donné votre cœur à quelqu'un d'autre? Oui. Ils ont retiré juste les voiles. Ah bon? Oui. Et quelques cellules. Mais combien ils ont... Non, parce que votre cœur, lui, était déjà trop faible. Oui, mais les voiles, ils sont bien. Oui. Oui. Plus la droite, il y a une partie, elle est bien. J'ai signé pour ça. J'ai même
D'accord. En fait, donc, c'est vos valves qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre? Ouais. D'accord, d'accord. Oui, oui. Non, mais pas le muscle. Le muscle, lui, non, non. Oui, les valves, oui, d'accord. Ah, vous avez signé pour qu'on donne. Ouais. Oui, c'est du donnant-donnant. On vous a donné et vous avez donné. Ouais. Oh là là, c'est beau ça. Ouais. C'est beau. Évidemment, vous ne savez pas qui vous a donné. Ah non, Ouais. juste l'âge, 37 ans. À 37 ans. Oui. Accident, il avait fait? Non, il est mort cérébralement. Ah, d'accord, d'accord. Puis c'était sportif en même temps. Sportif? Oui. Ben, ça, on vous a dit ça? Oui. D'accord. J'ai remarqué même mon cœur, il bat jusqu'à 110. Ouais. Oui, parce que là, il est rapide. Ouais. Ouais. Ok, il est rapide. D'accord. Mais là, ça va, Alors, très bien. il est bien, il est bien. Il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de souci avec ça. Donc, vous vous levez, vous levez avec ça. Ok. Bon. Bon, si vous voulez me présenter quelqu'un, je reviens le début juin. J'ai pas compris. Si vous voulez me représenter quelqu'un pour boire ou pour discuter, je reviens ici parce qu'entre la biopsie et la biopsie, je viens ici. D'accord. La biopsie le 22. Le 22. Après, ouais. 25 jours. Le 25 juin. Donc vous. 25 jours. D'accord. Ça veut dire le 22, 8 jours. On va le 16 comme ça, 16 jours. D'accord. D'accord. Alors, je vous parle donc d'un de mes patients qui a aujourd'hui 56 ans. Voilà. Et que j'ai suivi pour une cardiopathie ischémique. C'est-à-dire, il avait les artères du cœur qui n'étaient pas en bon état. Certaines artères avaient une lumière qui était rétrécie à cause des plaques de graisse qu'on appelle de l'athérome. Voilà. Et donc, certaines artères étaient si rétrécies que le sang ne passait pas bien pour pouvoir irriguer le muscle cardiaque. Donc, cardiopathie ischémique. Il a fait donc syndrome coronaire aigu. Il a été pris en charge. Normalement avec une revascularisation, c'est-à-dire qu'on lui a fait une coronarographie, on a constaté que certaines artères étaient rétrécies et on a dilaté, on a mis des stents. Ouais. Ok. Mais à cause de cette cardiopathie ischémique, il avait une force contractile du muscle cardiaque qui était diminuée, significativement diminuée. Et quand je le vois, parce que vraiment là, il va un peu partout, après à un moment donné, il se rapproche, et puis je fais sa connaissance, et je constate donc qu'il a une fraction d'éjection qui est restée basse, alors qu'il avait un défibrillateur, bon, qui n'a pas pour but de remonter la fraction d'éjection, c'est ce qui est vrai, mais il avait quand même un défibrillateur comme un airbag, parce que quand la fraction d'éjection est basse, on est susceptible de faire un emballement du cœur, donc faire une arythmie maligne responsable de mort subite. Donc, on met le défibrillateur comme airbag pour que si le cœur s'emballe, allez, le défibrillateur va défibriller pour restaurer le rythme normal. Et quand je le vois donc, il a une fraction d'éjection qui est inférieure à 30%, autour de 20%, entre 20 et 25% de fraction d'éjection. Or, la fraction d'éjection normale, c'est 60%. Et lorsque la fraction d'éjection est en dessous de 35%, on considère que la fraction d'éjection est très sévèrement altérée et donc possiblement responsable d'emballement du cœur de mort subite cardiaque. En plus de ce que, on va plus facilement faire une insuffisance cardiaque et être hospitalisé pour ça. Et donc, déjà, dans ce cas, il faut repartir, faire un contrôle de ces artères pour voir si les stents qu'on a mis les ressorts se sont bouchés et où on va déboucher, ou alors il y a d'autres artères qui sont devenues suffisamment malades, donc rétrécies. Et donc on l'a fait et on a constaté qu'en fait il n'y avait pas
de problèmes à ce niveau, mais le cœur restait toujours faible. J'ai optimisé le traitement en ajoutant par exemple le traitement moderne aujourd'hui, c'est-à-dire une glyphosine. Voilà, donc c'est la nouvelle classe thérapeutique qu'on donne chez les diabétiques parce que ça sort le glucose de l'organisme avec les urines. Mais en sortant le glucose, ça sort aussi de l'eau et donc ça améliore aussi la circulation sanguine, ça améliore l'hémodynamique, ça améliore le travail du cœur. Donc, on a ajouté le Forxiga, qui est donc la dapagliflozine, en plus des autres traitements IEC, ou alors en fait c'était l'Encresto, donc dapagliflozine, bêta-bloquant, et puis antagoniste de l'aldostérone. Voilà, donc il avait les 4 molécules optimales. Mais, parce que il gardait toujours quand même une fonction ventriculaire gauche altérée, on a donc opté pour rajouter une sonde à la sonde qu'il avait. J'ai ajouté qu'il avait un défibrillateur. Le défibrillateur, ça veut dire qu'il y a une sonde de défibrillation qui est implantée dans le ventricule droit. Et c'est cette sonde de défibrillation qui va donc permettre de choquer s'il y a une fibrillation. Mais on a donc rajouté une sonde dans le ventricule gauche à travers le sinus coronaire. Donc ça, c'est la prise en charge que j'ai faite avec le docteur Walid Amara à l'hôpital Montfermeil, où on lui a mis une sonde. On a fait ce qu'on appelle la resynchronisation cardiaque. Donc, on lui a fait une resynchronisation cardiaque pour améliorer le travail du cœur. Parce que quand le cœur est fatigué, il est dilaté, il ne se contracte plus normalement. Il y a un asynchronisme, c'est-à-dire que les deux ventricules qui doivent se contracter de manière concomitante, comme ça là, pour avoir une bonne hémodynamique. Dans les cas d'homyopathie dilatée, on observe qu'il y a parfois un asynchronisme, c'est-à-dire qu'il y a un ventricule qui se contracte après l'autre. En général, et à l'électrocardiogramme, on voit que le QRS est large, avec un bloc de branche gauche la plupart du temps. Donc, bloc de branche gauche, QRS large, sur cardiomyopathie dilatée, on fait la resynchronisation cardiaque. Aujourd'hui, on évolue un peu parce qu'on peut plutôt stimuler uniquement la branche gauche ou alors le faisceau de His, voilà, mais de manière générale, retenez que on doit faire la resynchronisation cardiaque. Donc, on a fait la resynchronisation cardiaque. Bon, il y a à peu près 20 à 30% de non-répondeurs, donc c'est des personnes qui, malgré ça, gardent quand même une fraction d'éjection basse. Alors, lui, pas de bol, il a chopé une embolie pulmonaire. C'est bien ça? Une embolie pulmonaire. Bon. Donc, l'embolie pulmonaire, c'est quand même le blocage par des caillots veineux des artères pulmonaires. Et si on bloque une artère pulmonaire importante, on va augmenter la pression artérielle pulmonaire. La pression artérielle pulmonaire va avoir pour impact de faire travailler le ventricule droit de manière très importante. Donc, on aura une hypertension artérielle pulmonaire responsable d'une post-charge ventriculaire droite importante. C'est-à-dire que le ventricule droit, pour éjecter le sang dans les artères pulmonaires, va rencontrer un obstacle et donc le ventricule droit peut souffrir. Et le ventricule droit souffre beaucoup et facilement parce que le muscle du ventricule droit n'est pas très important. Et donc, le malade s'est retrouvé déjà avec un ventricule gauche qui est faiblard et à cause de l'embolie pulmonaire, un ventricule droit qui est faiblard. Donc tout ça a entraîné un choc cardiogénique. Le malade est rentré en choc cardiogénique. Donc il a été pris en charge à l'hôpital, voilà, aux urgences, puis en réanimation à l'hôpital, voilà, pour choc cardiogénique. Prise en charge d'un choc cardiogénique avec plusieurs drogues, donc des toniques cardiaques, dobutamine, on a même donné le levosimendan, qui est donc un autre tonique cardiaque qui a des propriétés un peu particulières, et donc l'efficacité, bon, c'est discutable, on donne pas, toutes les études ne sont pas dans le centre, mais bon, parfois quand on n'a pas grand chose à faire, on fait quand même ça, en sachant que ça a des effets aussi secondaires, voire délétères. Ça améliore l'inotropisme, donc c'est-à-dire la force du cœur. Mais parce que
ça aussi, c'est un vasodilatateur périphérique. Donc, si ça dilate les artères périphériques, ça veut dire que ça diminue les résistances vasculaires. Et par mécanisme réflexe, il y a une tachycardie. Donc, ça va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Qui dit accélération du rythme cardiaque dit même consommation de l'énergie du muscle cardiaque, qui lui doit travailler en économie. Parce que quand on a une insuffisance cardiaque, la réserve énergétique du cœur est faible. Et donc, le cœur doit travailler en économie pour ne pas dépenser trop son énergie. Et d'ailleurs, régénérer cette énergie le plus rapidement. C'est pour cette raison que les bêta-bloquants sont, entre autres, utiles, efficaces. Parce que les bêta-bloquants vont ralentir la fréquence cardiaque, donc diminuer la consommation énergétique du muscle cardiaque qui lui-même déjà est paresseux. Et donc, va se reposer et pourra être donc reboosté. Donc, le levocimendant a quand même cet effet délétère d'entraîner la tachycardie, d'entraîner une hypotension artérielle. Or, des malades comme ça, là, déjà, je vous ai parlé du choc cardiogénique. Quand il y a déjà le choc cardiogénique, c'est que la tension est basse. Donc, voilà. C'est-à-dire que le malade était tellement dans une situation compliquée que on donne des drogues, mais on est vraiment sur... On va arriver à ça. On est vraiment marché sur les œufs. Parce que ce médicament, ça a un effet positif, mais ça a aussi un effet délétère. Et on donne ceci, on donne cela. Donc, la réanimation cardiologique est quelque chose de parfois très compliqué. Voilà. Donc, on donne ça, mais donc, le malade reste toujours quand même très fragile. Très fragile, limite, on n'a plus rien à faire. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre une assistance mécanique du cœur qu'on appelle l'ECMO, donc qui est ce dispositif qui va prendre le relais et va essayer d'aider le cœur à travailler. Voilà. Et donc, c'est une prise en charge invasive faite par des équipes spécialisées, et en l'occurrence, en Île-de-France, donc c'est l'école Paris et sa couronne, il y a des centres où on peut poser ce dispositif qu'on appelle l'ECMO, par exemple la Pitié-Salpêtrière, et l'équipe de l'ECMO de la Pitié-Salpêtrière a été appelée. Donc, on passe par les grosses voies artérielles de l'aine, donc c'est-à-dire les fémorales, les artères fémorales, ilio-fémorales. On passe par là pour mettre donc le dispositif, qui est un dispositif lourd, mais qui peut être compliqué, et ça a été compliqué chez le patient, puisqu'il y a eu des complications hémorragiques au niveau donc de la hanche gauche, voilà, et qui a nécessité d'une intervention chirurgicale pour faire une hémostase chirurgicale, parce qu'effectivement donc l'artère, vous savez que quand l'artère est blessée, ça peut aller vite, voilà. Donc il a perdu beaucoup de sang, il a eu beaucoup de culots globulaires pour remplacer, donc 8 kilos, il a eu du plasma frais, il a eu vraiment beaucoup de dérivés sanguins pour essayer de le stabiliser avec ce dispositif, et on l'a transféré à la Pitié-Salpêtrière. Donc du centre hospitalier Montfermeil à la Pitié-Salpêtrière a été transféré. Et donc transféré en réanimation. Et chance pour lui. 12 jours après, 12 jours. 12 jours. 12 jours après, parce que là déjà, on est donc dans une insuffisance cardiaque réfractaire. Insuffisance cardiaque réfractaire chez un patient jeune de 56 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il a tous les médicaments modernes possibles. Il a eu la revascularisation. Il a eu la resynchronisation cardiaque. Donc, traitement électrique de l'insuffisance cardiaque. Et il a eu toutes les molécules modernes aujourd'hui. Mais jusque-là, il est en bas débit cardiaque, en choc cardiogénique. Alors, dites-moi, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle est la prochaine étape de la prise en charge? Le grand D'Angelo, bonjour docteur, pourquoi est-ce que la plupart des Africains ont le cœur un peu volumineux que la norme? Bon, je répondrai à ça après. Répondez déjà à ma question. Bonjour docteur, j'ai cassé mon fémur en jouant le ballon. Est-ce que je masse à l'eau chaude et je mets le Small ABC sur ça? Non, il faut surtout aller à l'hôpital, faire une radio et puis voir un médecin orthopédiste certainement pour voir est-ce que ça dépend de la fracture et tout. C'est peut-être un plâtre qu'on va mettre ou alors on va opérer, mettre une attelle ou quelque chose comme ça. Alors, donc, ici, là,
qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste remplacer le cœur. Il faut remplacer le cœur. Insuffisance cardiaque réfractaire à toute thérapeutique moderne. Chez un sujet jeune, il faut remplacer le cœur. Transplantation cardiaque. Et le patient a eu une chance. Vous savez que les greffons, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, de très rare aujourd'hui. Il a une chance que 12 jours après, c'est ça? Oui. 12 jours après, il y avait un greffon disponible pour lui. Donc, il a été miraculeusement sur la liste de transplantation cardiaque et il y a eu un greffon. Et apparemment, son donneur, bon, il sait qu'il a 37 ans, mort cérébrale, donc c'est un patient qui finalement était dans un stade critique d'une maladie et puis bon, il est décédé cérébralement, il y avait une mort cérébrale, mais ses organes fonctionnaient encore, notamment le cœur, donc dans ce cas, avec accord de la famille en général, parce que voilà, il est mort cérébral, il peut rien faire, donc la famille a donné son accord, donc on a fait une explantation de son cœur qui est en bon état et ça a profité donc à mon patient de 56 ans. Donc voilà comment est-ce que il est greffé rapidement. Et lui-même, son cœur, quel était le devenir de son cœur? D'après ce qu'il m'a dit là maintenant, lui-même il a donné son accord pour que son cœur soit aussi utilisé pour une autre personne. Donc il a fait don aussi de son cœur à une autre personne. Mais évidemment, dans ce cas, on ne prend pas tout le cœur, parce que son cœur est malade, vous savez que le muscle cardiaque était abîmé, avec fraction d'éjection basse et tout, cardiopathie ischémique, donc on peut pas prendre ça. Mais ce qu'on a pris, c'est les valves. Ouais. On a pris les valves, et quoi d'autre? Et le côté droit. Voilà, valve et côté droit. Bon, donc c'est son côté gauche du cœur qui était abîmé. Ouais. Le côté droit, je vous ai parlé d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire qui a donc fait souffrir le cœur droit. Mais bon, c'est une souffrance hémodynamique due à une hyperpression au niveau des artères, des artères pulmonaires. Mais une fois que l'embolie pulmonaire est soignée, l'embolie pulmonaire c'est une maladie pas chronique, c'est une maladie aiguë et tout. On soigne par des anticoagulants, on peut même faire la thrombolyse et tout. On lève l'obstacle et après le ventricule droit va récupérer sa fonction normale. Donc c'est pas une partie du cœur abîmée. Donc apparemment, il aurait donc récupéré donc son cœur droit, mais enfin, quand on dit cœur droit, je sais pas, c'est la valve tricuspide, hein, c'est la valve tricuspide qui a été certainement prise là-bas, plus la valve mitrale de l'autre côté, et peut-être la valve aortique, puisque on sait que il y a des gens qui après ont besoin, qui ont peut-être une valve abîmée qui fonctionne pas bien. Oui, effectivement, on peut aujourd'hui récupérer ça et aller remplacer une valve abîmée par une valve native fonctionnelle. Voilà. Bon, donc le fait est que son cœur malade servira aussi à quelqu'un d'autre, du moins les parties en état. Donc ici là, on est même dans l'écologie. Vous voyez, la médecine aujourd'hui elle est écologique. C'est-à-dire que on essaie au maximum de préserver ce qui est naturel et d'utiliser la réutilisation des organes naturels. Voilà. Avec simplement la contrainte que après il faut être mis sous immunosuppresseurs. Immunosuppresseurs pour diminuer l'activité de votre système immunitaire qui lui a pour fonction, entre autres fonctions, de rejeter tout corps étranger. Voilà. Donc, la contrainte de la greffe d'un organe, notamment de la greffe cardiaque, c'est que vous allez prendre des immunosuppresseurs à vie. Voilà. Et les premiers mois, on va vous faire des contrôles rapprochés, des biopsies. Voilà, comme mon patient, il en a déjà eu combien? 6 biopsies. Il reste 3. Il reste 3. 3 biopsies à faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes de rejet, voilà, du greffon. C'est ça, c'est la phase critique, la plus difficile dans le remplacement, enfin de la greffe cardiaque. Mais une fois que vous avez donc un nouvel organe, notamment ici là le cœur, vous croisez les doigts. Si les immunosuppresseurs marchent bien, et lui, il a comme immunosuppresseur, je vais vous dire là, donc il a le CEL7 qui est dans le mycophénolate mofétyle, le CEL7 qu'il prend. Il prend le tacrolimus ou prographe qu'il prend, 4 gélules le matin, 5 gélules le soir, et puis donc le CEL7, il prend un comprimé le matin, un comprimé le soir, et puis il y a bon le prénisone qui est donc un corticoïde aussi, un comprimé chaque matin. Donc il a ça, et voilà. Et je viens de lui faire une échographie cardiaque
de contrôle. Je vois que son nouveau cœur, dans le greffon, il fonctionne bien. Donc le problème, il est un peu rapide. Parce que là aussi, il faut savoir que vous héritez d'un organe de quelqu'un, du cœur de quelqu'un. Donc il y a une partie de son héritage génétique que vous récupérez. Donc un cœur du greffon, le greffon qui est habitué à taper à disons 100 par minute ou 110 par minute, taper 110 par minute, on vous le donne, c'est la magie du corps humain. Il va taper à ce rythme-là parce que il est programmé, il a été habitué, il est programmé, voilà, génétiquement, à taper à 110 par minute. Voilà. Et donc lui, le cœur qu'il a aujourd'hui, tape à... Entre 90 et 110. Voilà, là aujourd'hui, je l'ai à 110 par minute, là, 105, 110 par minute. Voilà. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, mon patient vit bien. Est-ce que vous êtes encore essoufflé? Non. Plus essoufflé, alors qu'avant, c'était... Le cœur était fatigué. Il est passé, comme je vous ai dit, par toutes les complications d'un insuffisant cardiaque. Toutes les complications. Et pas de bol, il a chopé une embolie pulmonaire qui l'a fait rentrer en choc cardiogénique. Et il n'est pas sorti de là malgré tous les médicaments, toutes les drogues de la réanimation médicale possible. Et même dans le dispositif qu'on appelle l'ECMO. Et sans le miracle de Dieu, c'est-à-dire un greffon disponible, il serait peut-être plus avec nous. Donc voilà un peu le parcours d'un quelqu'un qui, dans beaucoup de pays sur cette terre, ne serait plus là. Il serait plus là. Il a la chance de vivre dans un pays où, quoi qu'on dise, quel que soit ce qu'on peut dire, la France a un système de santé qui n'est pas si mauvais que ça. La France a un système de santé qui n'est pas si mauvais. Voilà. Et on peut se soigner parce qu'il y a de l'expertise. Il y a des compétences. Et il y a les moyens. Par le biais de la sécurité sociale, on peut bénéficier, quel que soit le niveau social d'un individu en France. Vous avez un problème comme celui-là, dès que vous rentrez dans le circuit de la santé, parce que, voilà, vous avez appelé le SAMU est venu chez vous, on vous a pris, c'est qui votre cardiologue et tout, bon, voilà, il a fait quoi, c'est quoi son dossier, son traitement, vous amène aux urgences, on prend, on tient compte de ses antécédents et tout, on fait évoluer la prise en charge, et quand on atteint un stade où il n'y a plus la compétence dans l'hôpital local, on sait où se trouvent les compétences. Et voilà comment de l'hôpital où il a été pris en charge, le mien, on a appelé la Pitié-Salpêtrière, qui est le centre expert pour le transport médicalisé sous assistance médicale qu'on appelle l'ECMO, par exemple. Et vous allez là-bas, vous êtes dans un service de chirurgie cardiaque, voilà, réanimation médicale déjà, de cardiologie, et après on peut vous transférer en chirurgie quand on a maintenant, on a le greffon et tout, on transfère parce que il faut vous opérer, donc il faut faire une greffe cardiaque. Vous avez tout ça dans une même ville. Et donc, on est protégé. Et cette prise en charge, qui est coûteuse, déjà par la formation du personnel, c'est qu'il faut à toutes les échelles des compétences, et il faut former des gens. Et former des gens aujourd'hui dans le monde, c'est pas la chose la plus compliquée. Par le biais des coopérations ci et là, chaque pays, et là maintenant je m'intéresse particulièrement aux Africains, à l'Afrique, d'où nous venons. Parce que nous sommes ici là, parce que l'Afrique a failli, parce que les dirigeants africains ne font pas ce qu'il faut faire. Les médecins même ne font pas ce qu'il faut faire. Parce que il revient aux médecins de réclamer de leurs dirigeants les moyens pour travailler, les moyens pour se former. Il revient aux Africains, il revient au peuple africain de le faire. C'est pas compliqué. Être dans des coopérations, envoyer donc des jeunes médecins ci et là, à travers le monde, former nos gens, ils reviennent, on met en place les moyens, il y a des hôpitaux, on met des services, on équipe, et les gens bossent. Et les gens bossent. Et d'ailleurs, on facilite
le retour vers nos pays africains, des experts disséminés dans le monde. Il y en a partout dans le monde qui travaillent pour les Occidentaux. Il faut juste créer les conditions pour que ces gens-là reviennent et travailler. Parce que sinon, Benoît, quelle est la durée de vie d'un transplanté? Non, la durée de vie d'un transplanté, moi, ils m'ont dit jusqu'à 30 ans. Elle est égale à un non transplanté si le greffon est compatible, fonctionne normalement, le traitement est pris, bah là aussi ça veut dire que le malade doit prendre, ne doit pas faire le malin. Un jour j'ai pris, un jour je n'ai pas pris et tout. Non, vous prenez bien vos immunosuppresseurs, vous respectez les consignes et les contrôles. Quand on vous dit, vous devez avoir une biopsie tel jour, allez au rendez-vous pour faire la biopsie. Hein? Vous avez 6 biopsies, mon patient a déjà fait 6. Ouais, 6. Il lui reste 3 dans 9 biopsies. Vous les faites. Parce que les médecins compétents vont voir, analyser la biopsie, est-ce qu'il y a des signes de rejet ou pas, voilà. Vous allez à vos consultations. Là, le malade, il est venu me voir, alors qu'en fait, il aurait pu se dire, bon, j'ai été à la pitié, j'ai été partout, on m'a soigné, bon, maintenant j'ai un autre cœur, basta. Mais il a pris rendez-vous, il est venu me voir, et je prends connaissance de tout ce qui lui est arrivé depuis 5 mois. Et je contrôle, je vérifie que le traitement, il a le bon traitement, je vais prescrire un bilan biologique, il va faire, il va revenir. Donc, un malade discipliné, un traitement efficace, écoutez, il vit sa vie, hein. Et il va vivre longtemps. Il va vivre comme le malade hypertendu qui prend son médicament, le malade diabétique qui prend son médicament. Aujourd'hui, la médecine est telle que traitement bien pris, patient discipliné qui ne fait pas n'importe quoi, des écarts en termes d'hygiène de vie et tout, ben vous vivez normalement. Même le VIH, vous savez, aujourd'hui, vous avez le traitement, la trithérapie, vous avez une espérance de vie qui est égale à la population générale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais que nous devons réclamer les moyens à nos États. Les médecins doivent le faire, les populations doivent le faire, les politiques doivent le faire. Nous devons réclamer des moyens pour avoir une médecine humaine dans nos pays. Ce n'est pas normal qu'en 2024, que je reçoive à ma consultation à Paris un couple de la RD Congo, République démocratique de Congo, un couple qui vient avec leur mère. Bon, je crois que c'est la mère du monsieur, je parle bien de la dame, mais peu importe. Une dame de la soixantaine qui est venue en vacances en France et profiter pour faire le bilan. Je la vois, pourquoi? Parce que elle a une hypertension artérielle, elle est sous amlodipine et elle vient faire un contrôle. Je demande, mais bon, mais tout ça là, on me demande, faites même la prise de sang et tout, je me dis, mais il y a ça à Kinshasa, non? Oh non, 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 c'est pas fiable, c'est pas ceci. Je demande, comment? La RD Congo, peut-être le pays le plus riche du monde en sous-sol. Vous me dites que les hôpitaux, il y a une défiance de la population vis-à-vis des soins dans l'essentiel des pays africains. Et quand je dis essentiel, même moi je reçois des Maghrébins du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. C'est quand même des pays en Afrique qui sont développés. Mais j'en reçois ici qui viennent faire le bilan. Pourtant il y a ça là-bas. Ça veut dire que déjà dans le subconscient des Africains, on ne soigne pas bien chez nous. Il y a une part de vérité dans ça. Il y a une part de vérité. Parfois il y a un peu d'exagération. Mais concernant par exemple la RD Congo, là, je connais plusieurs patients qui sont déjà venus me voir et qui me disent que les hôpitaux là-bas, c'est la guerre. La fiabilité, c'est la guerre. Et on me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand même l'électricité aujourd'hui, quand on a 2 jours d'électricité par semaine, c'est que c'est beaucoup. Donc il y a les coupures d'électricité à n'en pas fini, même à RD Congo.
pays le plus riche en sous-sol du monde, dont la superficie et la population ferait de ce pays-là un Eldorado. Je leur ai dit que, mais attendez, dites-moi un peu. Mais Tshisekedi, il n'est pas parti, ben dit que lui va, vous l'avez même réélu, on me dit que on laisse tomber tout ça là. Donc la situation à RD Congo, la situation économique, aujourd'hui, la qualité de vie du citoyen congolais n'a pas évolué. Mobutu est parti depuis déjà des décennies, Kabila est même venu, les deux Kabila. Maintenant Tshisekedi, rien n'a changé. On s'enfonce avec des coupures d'électricité sur plusieurs jours. Mais quand on voit Tshisekedi, toujours bien habillé, les beaux discours avec Macron, ci et là, et tout ça là, bon, on se dit que il y a quand même quelque chose qui va, mais apparemment non. Et je pose la question, mais dites-moi un peu, avec cette situation-là, nous on a vu les footballeurs congolais, lors de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire, faire le signe de protestation sur ce qui se passe au Kivu, Nord Kivu, voilà, à Goma et autres. Et les artistes, ils font quoi? On sait que quand on parle de Congo, on parle de musique. On parle de sap et de musique. Les sapeurs font quoi? Dans leur défilé là, il peut pas avoir des moments de contestation. Les musiciens, les Kofi Olomide, les Fally Poupa, les Ferrogola et consorts, ils font quoi? On connaît des chansons de ces gens-là, des opus, qui décrit la décrépitude d'une société qui n'a jamais pu décoller, alors que les Belges sont partis de là depuis déjà des siècles. Et qu'aujourd'hui, on semble nous dire qu'il y a la démocratie avec l'élection et la réélection de Tshisekedi. Mais rien n'a changé. Comment les Africains se débrouillent pour maintenir la pauvreté dans leur pays immensément riche? Comment on fait? Comment on fait pour que le Congolais qui vit au Congo, il a déjà 80% de malchance de décéder pour une bricole? Et que s'il a donc un problème sérieux comme mon patient, là, c'est clair qu'il n'a aucune chance. Pourquoi dans ce monde-ci, tout un continent comme l'Afrique, quand vous naissez et vous vivez dans ce pays-là, vous êtes déjà de facto malchanceux. Si vous avez une maladie compliquée, vous mourrez. Mais l'Afrique est plus riche que l'Europe. Le Congo est plus riche que la France. Mais le Congolais, pour une petite entorse, va mourir. En France, oui, c'est vrai, on peut mourir pour... Il y a des aléas, ça peut arriver. Mais quand vous avez une maladie sérieuse en France, vous avez les chances d'être vivant. Quand vous avez des maladies, ce qu'on appelle les maladies rares, il y a des centres de référence pour des maladies rares. On finit toujours par découvrir et vous mettre sur un protocole, mais c'est un protocole de recherche. Vous avez une chance d'être en vie. Peuple africain, réveillons-nous. Sans offre de soins, efficiente, sans offre de soins efficiente, vous n'avez aucune souveraineté. Parce que vos dictateurs se soignent en Occident. Et vous-même, pour bénéficier de ces évacuations à tête chercheuse, vous êtes obligé de vous soumettre. Donc, ces dictateurs font de la du rationnement de celui qui a le droit d'être soigné décemment. En France, tout citoyen en France, même les gens qui n'ont pas les papiers, qui bénéficient de l'AME, aide médicale d'État, vont avoir la même prise en charge que mon patient a eu. Je vous ai parlé de la coronarographie, angioplastie, mise de stent, défibrillateur, resynchronisation cardiaque, ECMO, jusqu'à la transplantation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. Il est là. Mais il n'est pas riche, hein. C'est pas qu'il a des milliards. Et il est d'origine algérienne, c'est ça?
Ah, on fait toujours ça là, on insulte même. Vous savez que moi et la France, je vais être sur eux, ne vous inquiétez pas, je vais être sur la France parce que c'est eux qui foutent le bordel chez nous là-bas. Mais, de l'autre côté, nous profitons ici là de ce qu'ils ont pensé, même si c'est avec nos richesses. Oui. Mais, étant ici là, nous profitons de ça. Mon patient, c'est un Algérien. Mais, vous allez voir même un Algérien Camerounais qui n'a pas les papiers, il vient arriver 3 mois après, bon, il rentre dans les conditions pour avoir l'aide médicale d'État. Il aura exactement la même prise en charge. Vous n'arrivez pas à l'hôpital, on dit, bah, tu as combien, machin, tu as quoi, non, tu as l'aide médicale d'État, on ne te soigne pas. Non, 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 ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'accès équitable aux soins. Mais dans nos pays, c'est l'accès inéquitable. Parce que soit tu es très riche et tu peux avoir accès à des choses, et encore que quand on parle des choses, il y a un certain niveau de prise en charge qu'on peut pas avoir là-bas. Mais sauf que au moins tu vas avoir donc l'évacuation droit à partir. Soit parce que tu as beaucoup d'argent, tu as soudoyé, soit parce que tu as un poste ministériel, soit donc il faut des passe droits. Et le peuple africain accepte ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais répondre à quelques questions parce que je n'ai pas encore fini avec mon patient. Il a la gentillesse d'écouter et de participer parce que c'est aussi sa façon à lui de contribuer à cette œuvre de sensibilisation des Africains. Parce que nous sommes des Africains tous. Lui, moi, il est Algérien, je suis Camerounais. Nous sommes des Africains. Et nous savons comment nos dirigeants dirigent mal. Ne considèrent pas que leurs citoyens, leurs concitoyens doivent pouvoir vivre décemment. Mon patient, il sera en Algérie, peut-être qu'il aurait eu cette prise en charge. Non, je pense pas. Peut-être pas. Lui, il me dit qu'il ne pense pas. Bon. Dans des années, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. Vous voyez? Voilà ce que mon patient dit, algérien. Il me dit qu'il sera en Algérie qu'il n'aurait pas eu ça. Je parle même pas alors du Cameroun, de machin, truc et tout. Alors, est-ce normal, en dehors peut-être dans l'Afrique du Sud, est-ce normal que les Africains ne puissent pas bénéficier des avancées de la médecine mondiale? Nous sommes dans un village mondial. Est-ce normal? Est-ce les moyens qui manquent? Non. Est-ce les compétences? Oui et non. Les compétences, ça se forme. Oui, nous sommes encore au stade où, ne fût-ce qu'un scanner cérébral, ou même une écho-cœur, on ne l'a pas. Oui, l'hôpital à Quintini. Quand on dit maintenant l'hôpital, les gens m'amusent, hein, les gens m'amusent trop. Vraiment. Vous voyez jusqu'à quel niveau on a abruti le peuple camerounais. Si bien que même quelque chose qui est à peine moyen, on en fait une excellence. L'hôpital à Quintini est déjà resté des mois et des mois sans avoir la possibilité de faire des échographies cardiaques, parce que l'appareil était en panne. C'est quel hôpital ça? C'est quel hôpital où un équipement est en panne et on ne repart pas là tout de suite? Tout de suite. Ça ne doit pas faire plus d'un jour. Mais des mois. Des mois. Je ne vous parle pas du scanner. Voilà un peu le fonctionnement du pays. Or, quand l'équipement est en panne, le malade qui est là, qui a besoin de cet équipement-là, est obligé d'être transféré en clinique, machin, truc là, pour faire l'examen. C'est une perte de chance. Le transport là, le délai de prise en charge, c'est là, c'est une perte de chance. Et voilà comment on fonctionne. Et on trouve que c'est normal. Nous allons arriver au pouvoir. Et nous allons changer tout ça. La jeunesse africaine doit être éveillée et doit être mobilisée. Elle doit être consciente. Quand je vous fais ce genre de truc, déjà c'est vos sensibilités, vous expliquez comment on vit ailleurs, comment ça se passe ailleurs, et que c'est possible que ce soit son temps aussi chez nous. Ok les amis? Donc, on se prend. Oui, Benoît Yeke, le président malien est sur cette voie. Il dit qu'il est sur cette voie et moi je suis preneur et je vais tout faire pour rencontrer ces autorités-là. Parce que c'est nous, les Africains, qui touchons du doigt la beauté du développement, de la recherche et développement. C'est nous qui devons conseiller
ces chefs d'État africains volontaires. Parce qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont pas l'expertise. Et il leur faut des experts pour leur dire comment est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on sait comment est-ce qu'on peut faire. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. On a étudié avec ceux qui aujourd'hui offrent à leur population, à leur pays, la meilleure prise en charge possible. Et ils n'ont pas de tête, hein, ils n'ont pas de cerveau. Ils ont simplement l'amour du beau. Et ce que nous n'arrivons pas à voir en Afrique. L'amour du beau. Regardez comment mon père, il est content. Je suis content. C'est beau. Je lis le dossier de mes confrères. Je suis content. Je suis content. Je dis bravo les gars. Vous avez fait le job. On peut faire ça en Afrique. L'Afrique doit devenir le hub de demain. Il faudrait qu'à un moment donné, que les Européens viennent se soigner chez nous. Oui. Là, aujourd'hui, moi, il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai fait le bilan d'une dame qui va aller faire une chirurgie esthétique, je crois en Turquie. Oui, elle est en France. Elle fait son bilan préopératoire ici et puis elle va aller là-bas parce que c'est moins cher. Voilà. Ici, là, elle va calculer peut-être 10 000 euros. Là-bas, 2 000 euros. Ben oui. Mais, pourquoi elle va là-bas? Parce que il y a déjà une réputation. Les Turcs, c'est pas n'importe qui en médecine. Le tourisme médical en Turquie, on sait ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les moyens, ils connaissent et ils font bien. À un coût réduit. Donc aujourd'hui, la France dépense même son argent pour eux. Parce que quand elle fait son bilan préopératoire ici, là, elle dépense l'argent de la sécurité sociale. Parce que c'est avec sa carte vitale et tout que, voilà, elle fait tout ça. Et après, elle va donner de l'argent là-bas. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Et c'est ça. C'est que les Turcs, ils ont compris que il faut être conquérant. Il faut conquérir le monde. Plein d'Africains vont se soigner en Turquie. Les Français maintenant, mais il y en a qui vont se soigner en Turquie. Vous savez, le monde est devenu multipolaire. Et chacun essaie de tirer un peu les avantages de ce monde global, ce village planétaire. Mais les Africains continuent à faire les feignants, machin truc, aller donner ailleurs. Bon, les Maghrébins, ils ont encore la chance que beaucoup de nos pays à mauvaise gouvernance, l'Afrique subsaharienne, là, ils vont se soigner au Maroc, en Tunisie, bon, peut-être un peu moins en Algérie, mais Tunisie, Maroc, il y a plein de cliniques là qui reçoivent des gens, donc ils font leur business médical. Donc ça veut dire qu'au moins, la médecine là-bas est quand même beaucoup plus évoluée qu'en Afrique subsaharienne. Mais maintenant, il va donc falloir que l'Afrique, toute l'Afrique, dans plusieurs pays africains, que la médecine soit telle que, moi que je reçoive ici là, un Français qui vient juste faire son bilan pour parce qu'il va aller au Cameroun, il va aller au Gabon, il va aller en Côte d'Ivoire, justement pour faire telle ou telle chirurgie. Et ce n'est pas compliqué. Ok les amis. Donc, alors vous, le seul rôle que vous avez, c'est de partager, les gars. Arrêtez, je veux bien, vous faites les commentaires là, tout, vous êtes gentils, mais moi, je fais ça pour vous, hein. C'est pour vous que je fais ça. Chacun de nous, on a un rôle. Mon rôle, c'est de sensibiliser, partager. Si je faisais un direct sur Etofis là maintenant, j'aurais eu 200 personnes. Voilà. Mais c'est pas cela qui m'intéresse. Les gens qui m'intéressent, c'est ceux qui sont justement là. Même si vous êtes 10, ça veut dire que vous êtes sérieux. Vous comprenez les enjeux. Maintenant, faites votre rôle, partagez. Et c'est quand on va partager comme ça là, ça va faire une traînée de poudre et après ça va prendre. Ok les amis? À bientôt. Ciao.